Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Nous sommes dimanche 6 novembre de l'année 2017. Voici le 43e numéro de votre émission sociopolitique Carte sur table. Rien ne va plus à la Caisse nationale de sécurité sociale après l'affaire de concours annulé. La maison fait parler d'elle avec le versement des commissions occultes à des dirigeants qui ont géré la caisse entre 2014 et 2015. L'actualité, c'est également le RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population, qui a démarré le 1er novembre dernier. L'invité de cette émission, M. Antoine Aloukonou, enseignant, économiste et acteur politique, opinera donc sur plusieurs autres sujets de l'actualité. Le deuxième gouvernement du président Patrice Talon et la question de la réforme du système partisan. Vous pourrez intervenir dans cette émission aux alentours de 10h au 65 00 24 24 ou au 61 53 90 53. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Merci à tous les auditeurs de Urban FM de Parakou qui nous ont rejoints et également à tous les téléspectateurs qui nous regardent grâce à la caméra de Semet Yessoufou Océan Télévision. Vous avez fait le meilleur choix et bienvenue à vous tous. Monsieur Aloukonou Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur Hospice. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà, monsieur Antoine Aloukonou, nous allons donc démarrer par la situation critique que vit aujourd'hui donc la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez, on parle des versements de commissions occultes à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le Conseil des ministres a relevé donc de graves irrégularités au sein donc de la Caisse entre 2014 et 2015. Plus de 17 milliards de francs CFA ont été placés auprès de la banque BIBE. Alors, cette décision a été prise contre le versement de commissions d'un montant de près de 72 millions de francs CFA au profit donc des dirigeants de la Caisse. Alors, votre point de vue sur cette affaire, M. Aloukonou? Merci beaucoup. Je crois que, effectivement, lors du Conseil des ministres du jeudi 2 novembre, un rapport de vérification de versement de commissions occultes à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale a été objet de débat. Et finalement, le gouvernement a pris la décision que les présumés coupables soient traduits devant la justice pour aller se défendre. À partir de ce moment, je peux dire wait and see, parce que les gens auront l'opportunité de dire ce qu'on leur reproche, s'ils sont vraiment coupables ou ils ne le sont pas. Comment peut-on expliquer justement cette affaire? On a tellement parlé bien sûr dans la gouvernance, mais chaque jour que Dieu fait, chaque année, on assiste toujours à ce genre de faits. C'est quoi le véritable problème au niveau des administrations? Le véritable problème, c'est le fait que chaque Béninois n'a pas encore pris conscience de ce que c'est que les enjeux de développement d'un pays. Lorsque nous parlons de la rupture, des fois je me demande si est-ce que nous avons compris le sens? Est-ce que chacun à son niveau a pu définir ce que c'est que la rupture, ce que c'est que le nouveau départ? Parce que si nous pensons que la rupture, c'est le président Patrice Talon, mais nous nous trompons, hein? Parce que il n'existe aucun salut qui ne soit précédé d'un minimum de sacrifice. Même Dieu, en donnant gratuitement le salut, a quand même contraint l'homme à accepter le message de la croix. Tout au moins, vous devez avoir la foi. C'est au moins un minimum vous est exigé, malgré qu'on dit que le salut en Jésus-Christ soit gratuit. J'ai donné seulement un exemple. Donc, à partir de ce moment, si nous pensons que le pays doit avancer, au même moment où nous le disons, nous devons dire en nous-mêmes quelle est notre part de responsabilité. C'est ça. Si nous ne le disons pas et que
Nous venons seulement attaquer le chef de l'État, le gouvernant, alors que nous-mêmes, dans notre position, nous pouvons faire quelque chose. Est-ce que c'est Talon qui est encore au conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale? Ce n'est pas lui, non? Donc, ceux qui sont là, en principe, devaient faire la rupture à la place du chef de l'État. Donc, il n'y a pas une prise de conscience générale dans la gestion des affaires publiques de l'État. C'est ça. C'est ce que moi je vois. Alors, le gouvernement a décidé d'engager des poursuites judiciaires donc à l'encontre des dirigeants donc, de la CNSS et de la CNSS, pardon. Alors, au moment donc, des faits, le secrétaire général de, bien sûr, Laurent Méton, qui était, vous le savez, le président du conseil d'administration, bien sûr, de cette caisse-là, quand on parle du secrétaire général d'un syndicat qui est mêlé dans cette affaire-là, est-ce que vous êtes surpris? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pour ne pas faire ce débat-là que je vous ai dit que pour le moment, ils sont des présumés coupables. Parce que une personnalité de la trempe de Laurent Méton se mêler à des dossiers du genre, j'émets la réserve que la justice se prononce d'abord pour voir si effectivement il est vraiment complice. Si ça veut dire qu'il était complice, quelle non. serait la réaction? Non, c'est pas, si je le dis, ce n'est pas que j'exclus qu'il ne peut pas être complice. Non, il est un homme. Ouais. Et syndicat, on peut être en train de crier et être en train de faire autre chose. C'est ça. Mais je ne voudrais pas aller violer notre constitution en son article 17 qui dit que toute personne accusée d'un acte délitueux est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. C'est la Constitution qui donne ce droit. Donc, je ne peux pas maintenant commencer par dire, ils ont l'occasion d'aller se prononcer à la justice. Mais certains ont pensé à un règlement de compte, puisqu'on sait que Laurent Métaillon est un tout petit peu, un opposant au régime actuel. Voilà une question sérieuse que vous posez encore. La question de règlement de compte, de chasse aux sorciers là. Vraiment, il faut qu'on en donne un contenu. Qu'est-ce que nous entendons par chasse aux sorcières? Moi, j'entends tout sauf l'application des textes de la République. Je ne peux pas être d'accord que, en appliquant les dispositions légales prévues par la Constitution, des lois votées par l'Assemblée nationale, en les appliquant, on parle de chasse aux sorcières. Si jamais on va dans ce sens, nous allons ouvrir la voie au gâchis. On ne peut pas... Est-ce que un citoyen, si vous qui êtes là, si vous commettez une faute en violant des principes de notre pays, on va vous pardonner. Mais pourquoi vous voulez que le metteur n'est pas un citoyen à part? Il est un citoyen comme tout autre. Et donc, on ne peut pas, le Conseil des ministres, qui est une institution constitutionnelle, ne peut pas prendre une décision et on va dire que c'est chasse aux sorcières, non? Mais ceux qui défendent bien sûr la bonne gouvernance, ceux qui se retrouvent justement dans dans le boss des accusés en griffe, parce que on attend bien sûr la justice pour mieux éclairer donc la lanterne des auditeurs et des Béninois. On se pose mille et une questions, monsieur. Non, et vous savez, ce que le peuple veut, c'est que le pays soit bien géré. Même si entre les politiciens là, ils se poursuivent, l'essentiel c'est que le peuple gagne. C'est ce qui est important. Nous ne pouvons pas dire c'est parce que chasse aux sorciers, non. Est-ce que ce qu'on a reproché à Laurent Métaillon en tant que président du conseil d'administration de la CNSS, est-ce que cette gestion opaque là, est-ce qu'elle est la bienvenue? Non, pour le peuple. Il n'a qu'à aller se défendre à la justice. C'est ça.
Nous allons donc fermer rapidement cette parenthèse, bien sûr, de la Caisse nationale de sécurité sociale pour parler, bien sûr, du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Vous savez, les opérations de recensement ont démarré depuis le 1er novembre dernier. Alors, monsieur Aloukoum, est-ce que vous avez fait un constat sur le terrain? Comment ça se passe sur le terrain? Non, je crois que ça n'a démarré que le 1er novembre. Donc, j'ai écouté le coordonnateur ou bien M. Akholou qui a dit ils vont prendre 3 semaines pour faire des observations. C'est pourquoi ils n'ont pas déployé les kits sur l'ensemble du territoire national. Ils ont pris des points pilotes pour voir quelles sont les difficultés auxquelles les populations seront confrontées, les corriger avant maintenant d'étendre l'opération sur toute l'étendue du territoire national. Donc je peux dire que nous sommes dans une phase, dans une petite phase de transition pour pouvoir en 2-3 semaines, voire 1 mois, voir comment les choses vont bouger avant de vraiment relancer l'opération. Est-ce que la population a compris le message? Non, bon, en fait, je peux dire que la communication passe en français, mais dans les langues locales, je n'ai pas encore vu que ça passe très bien. Donc les populations n'ont pas encore compris, et vous savez aussi que tout ce que on dit sur le RAVIP en termes d'intoxication, tout ça là, ça trouble le peuple. Donc il faut que, qu'à l'épreuve du temps, les gens puissent observer un peu les choses pour que ça prenne véritablement. Vous parlez bien sûr d'intoxication, puisque l'ancien ministre Candide Azanaï justement critique le RAVIP. Il estime que le RAVIP regorge de pièges et de suspicions. Alors pour lui, c'est que la loi viole plusieurs articles du Code électoral. Vous êtes d'accord avec lui? Vous savez, moi je vais vous citer Alexis de Tocqueville, qui affirmait que les lois les plus controversées sont les lois électorales. Et surtout, elles sont celles qui divisent beaucoup plus la classe politique. Et je suis d'accord avec lui. Si vous observez bien les critiques que les gens portent sur le RAVIP, et je rappelle que le RAVIP est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale par 82 voix pour et une seule abstention. Donc, une loi qui est votée par 82 voix pour, mais quand même, si ça avait, si c'est aussi une loi qui pouvait vraiment tuer le peuple, les gens ne pouvaient pas voter à cette majorité écrasante-là. Ceux qui objettent des critiques, si vous voyez bien, vous allez comprendre que c'est parce que dans la loi sur le RAVIP, il est dit que on aura à extraire la LEPI du RAVIP. Et la LEPI est donc une liste électorale. À là, vraiment, vous allez voir que les politiques, vous allez les voir sur le terrain. Et donc, la peur qui est là pour les politiques, c'est parce que on aura à extraire la liste électorale. Ce n'est pas l'instrument, le RAVIP lui-même, qui cause problème. Et ils le disent, que c'est un outil de développement. Et vous allez voir que personne d'entre eux, que ce soit Léon Roubadi, Candide et autres là, qui parmi eux a dit, je ne vais pas m'enregistrer. Est-ce que vous avez vu ça là? Aucun d'entre eux n'a dit, je ne vais pas m'enregistrer là. Vous ne verrez pas ça là. C'est le risque péril. Donc ils vont tous se faire enrôler. À partir de ce moment, moi, je profite de l'occasion pour dire à toute la population de se faire enrôler d'abord comme ceux qui critiquent. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent se faire enrôler. Donc, ils n'ont qu'à suivre leur pas. Au moins, ils veulent se faire enrôler. Donc, la population n'a qu'à sortir massivement pour aller se faire enrôler. Même si c'est mauvais là, comme ceux qui disent que c'est mauvais veulent quand même se faire enrôler, ça veut dire que l'étape d'enrôlement là ne contient pas un danger. C'est ça. Donc, ils n'ont qu'à se faire enrôler d'abord. Le reste, on verra. Donc, le RAVIP n'est pas venu pour mettre fin à la LEPI, comme on semble le dire le candidat Azanaï, c'est ça? Non. En tout cas, moi, je me conformant à la loi sur la LEPI, il est dit que
sur le Ravip, qu'on va extraire l'épi. C'est ça. Du Ravip. Est-ce que extraire la l'épi du Ravip, d'abord le Ravip n'est pas l'équivalent de la lépi. Puisque la lépi, c'est 12 ans et plus. Le Ravip, c'est à partir de 0 ans. Donc, les deux opérations, la lépi ne prend pas en compte les étrangers. Ici, c'est un état civil. C'est un état civil. Mais il se fait que dans cet état civil, le travail que le COS lépi, c'est-à-dire si on avait renouvelé le bureau du COS, le travail de mise à jour, d'actualisation que ce bureau devait faire, il se fait que ce travail est confondu dans les travaux du Ravip. Donc, pour éviter peut-être les redondances, puisque c'est ce que moi j'ai pensé, pour éviter les redondances, les gens n'ont plus voulu renouveler le bureau du COS qui va faire le même travail qui se fait en même temps au niveau du Ravip. Mais puisque la Cour constitutionnelle saisit du dossier, je suis sûr que le rapporteur de la Cour va nous éclairer. Et les instances, l'Assemblée nationale et autres, qui sont impliquées dans la désignation des membres du COS lépi, seront saisis par la Cour et ils vont donner les motifs et les justificatifs. Et quand la décision va sortir, nous verrons pourquoi on n'a pas renouvelé le bureau du COS et tout sera clair. C'est mieux que de se fier aux rumeurs des réseaux sociaux, tout ça là. Non, attendons la décision de la Cour. Et puisque nous parlons bien encore du ministre Candidat Zanaï, il faut dire que selon certaines rumeurs, c'est vrai qu'il est en train de composer actuellement avec la minorité parlementaire, dont les 22 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a une opposition qui vient de se former au niveau de notre pays? Bon, est-ce que ça fait encore 22, puisque j'apprends que le député Abété là a quitté le groupe parlementaire de Issa Salifou. Au même moment, il faut dire que Guy Mitokpe a quitté l'Union fait la Nation. Oh d'accord, donc il y a équilibre. Il y a équilibre, d'accord, c'est bon. Il y a équilibre. Non, je crois que le président du Restaurer l'Espoir, lors de son dernier conseil extraordinaire, a donné sa position, qu'il sera un opposant au pouvoir actuel. Et certainement, il veut se renforcer par d'autres forces politiques. Et tout ça là, bon, moi je l'inscris au chapitre des stratégies pour les prochaines joutes électorales qui s'amènent, les élections législatives, voire communales, et même présidentielles. Donc, il est en train de profiler des stratégies. La seule chose qui me rend un peu que j'ai du mal à aborder la question d'Azanaï, c'est le fait que je suis en train de constater que il est facile pour Azanaï d'amener les gens au pouvoir. Mais il lui est très difficile d'assumer son choix. C'est ce que je constate. En passant par Kérékou 1, Kérékou 2, Yaïboni, Soglo, c'est ce que je constate. Je constate que c'est plus facile pour lui de réunir des arguments pour pouvoir amener les gens au pouvoir. Mais les supporter, gérer le pouvoir avec eux, assumer son choix, vraiment, c'est pas encore facile au niveau de candidat Zanaï. Parce que tout le monde se souvient des risques énormes que Azanaï a pris dans ce pays. Au point même de perdre sa vie pour l'avènement du président Patrice Talon. Et qu'est-ce qu'il a Et en moins d'un an ou bien juste un an après, qu'est-ce qu'il peut reprocher si tant pour ne pas prendre un peu de patience pour voir comment les choses vont évoluer. Donc vous regrettez son départ du gouvernement? Non, moi c'est mon avis personnel. Moi, je regrette son départ. Parce que c'est pas facile de travailler pour que les gens viennent au pouvoir. Il faut être un acteur public pour comprendre, même vous, même journaliste, le travail que vous faites là. Regardez les peines que vous éprouvez à faire votre travail. Regardez, et quand vous travaillez pour quelqu'un, il vient, et quelques mois, un an après,
vous quittez la personne pour dire que vous vous rangez de côté de l'opposition, etc. Moi, ça me fait très mal. Il n'est pas le seul dans le cas. Nous tous qui avons soutenu Talon là, est-ce que tout le monde est satisfait? Est-ce que moi qui vous parle ici là, est-ce que je suis satisfait? Ah bon. Pour lui là, c'est encore mieux. Parce que je dis, ils étaient à côté du chef qui au moins matériellement, financièrement les soutenait. Mais il y a des gens qui jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé. Comme moi je n'ai reçu 1 franc de quelqu'un pour soutenir Talon. Et ça là, jusqu'à là où je vous parle, il n'y a personne de Bénin ici qui peut dire je lui ai donné 1 franc pour soutenir Talon. C'est dans ma propre poche là, du pauvre enseignant là, que moi je gère. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Vous attendez quelque chose de lui? Comment? Qui poursuit quelqu'un sans attendre quelque chose? J'attends beaucoup de lui. J'attends beaucoup de lui. Mais si je ne l'ai pas encore, ce n'est pas la fin du monde. Pour que je prenne des positions. Non. Si vous restez là pendant 5 ans. Non, ce n'est pas. Vous savez, oui. Lorsque. En 2021. Moi, je vais vous faire une confidence. Moi, je n'étais pas parti pour soutenir le président Patrice Talon. Parce que quand les rumeurs ont commencé, moi j'ai mis 2 hypothèses. La première, je dis, tant que Yaïboni est en vie là, Talon ne peut pas mettre pied au Bénin. Il ne peut pas quitter la France dans un contexte d'empoisonnement, etc. Là. Il ne peut pas venir au pays. La première hypothèse que j'ai mise, c'est ça. D'accord? La deuxième hypothèse, je me suis dit, un commerçant, un homme d'affaires, qu'est-ce qu'il comprend de la chose politique? Et donc, moi, je n'étais pas parti pour le soutenir. Et qu'est-ce qu'il a fait changer? Ah, voilà. Depuis ce discours qu'il a tenu depuis Paris, pour donner ses aspirations de la gouvernance du pays, c'est là, moi, j'ai compris que c'est un politique déguisé. Il est un homme d'affaires, mais il comprend aussi ce qui se bat dans le pays. Et depuis pratiquement 19 mois qu'il est au pouvoir, vous pensez qu'effectivement, il maîtrise la politique béninoise? Il le maîtrise. Ce qui fait l'échec du président Talon pour le moment, c'est le fait qu'on n'a pas révisé la Constitution. C'est le fait que ce projet-là n'a pas passé là, qui fait qu'il a du mal à avancer. Parce que les réformes institutionnelles qui sont dans ce projet-là, si on les réalisait, mais tout va changer. Même les marches que vous voyez là, tout ça là va disparaître. Tout ça là va disparaître. Oui, mais nous sommes en pays de démocratie, les marches sont autorisées. Quand nous disons que ça va disparaître, vous croyez qu'il n'existe pas des syndicats aux États-Unis, en France? Mais c'est comme ça que vous voyez que les gens soumettent des gens à des marches de réflexe pavloviens tous les jours dans la rue. Des gens qui marchent, qui ne savent même pas pourquoi ils marchent. Faites un exercice. Prenez quelqu'un au hasard parmi les marcheurs là, pour lui dire pourquoi tu marches. C'est des gens qui sont soumis à des marches de réflexes pavloviens, ils ne savent même pas pourquoi ils marchent. Ah oui. C'est des manipulations. 2000 francs, 3000, mais ça là, ça ne m'est pas étranger. C'est ça. Alors, je demande, puisque vous parlez bien sûr du président Talon, vous le savez, le 10e gouvernement du président Patrice Talon est connu donc depuis 10 jours. Le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale a eu lieu donc jeudi dernier. Alors, quelle appréciation faites-vous justement donc, de ce nouveau gouvernement? Je crois que d'abord, il faut dire que le gouvernement a été formé conformément à la Constitution. Donc, la Constitution n'impose rien au président Talon. Oui. Il est libre de choisir ses collaborateurs, de fixer leurs attributions et de mettre fin à leurs fonctions quand il veut. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Mais je constate simplement que ce qui m'a réjoui dans la formation de ce gouvernement, c'est que ceux qui couraient de gauche à droite et qui pensent que en faisant un revirement de 360 degrés là, ça suffit pour qu'on se retrouve dans le gouvernement là. Aucun d'entre eux n'a été représenté. Moi, c'est ce qui m'a réjoui. C'est encore dans le nouvel attelage gouvernemental, on a noté 7 départs pour 9 entrées et 13 maintiens. Les partis politiques s'attendaient, comme vous l'avez si bien dit, à se retrouver, surtout à retrouver les cadres au sein donc, du nouveau gouvernement, mais beaucoup ont mordu la poussière. Pourquoi le président Talon n'a pas ouvert justement la brèche, permettre à ces partis politiques donc, de composer, de faire partie de son gouvernement?
Ah, attention. Vous savez, si vous prenez par exemple la RB, qui a soutenu Zissou, qu'est-ce qui peut expliquer que le bras Zizouloué là tourne rapidement pour dire qu'il est avec Talon? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et donc, le chef de l'État, en tout cas avec les conseils, certainement que il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent je suis Talon là. Ce n'est pas suffisant, peut-être, pour qu'il y ait le gouvernement. Il faut du temps pour les observer. Prenons le PRD, quand même, qui a un membre, un cadre au sein du gouvernement. Non. C'est Arquissou, quand même. Oui, bon, le PRD aussi, là. Le PRD est venu après. Donc, avec un membre du gouvernement, c'est pas petit. C'est suffisant. Le PSD, l'Union fait la nation. Ah oui, le PSD, le bras à Moussou, oui. Je pense que est dans ses mérites. Hein. Il a soutenu. Il a soutenu, même si les gens n'avaient pas donné le temps à Moussou que l'Union se prononce de façon globale. Si vous observez bien, vous allez voir que, comme il a dit, il n'est pas en train de soutenir le gouvernement. Il est dans le gouvernement. Donc le cas du PSD, Bras, Moussou Bruno, moi ça ne m'étonne pas. Alors il y a aussi comme des soutiens tous azimuts des partis politiques avant la composition du deuxième gouvernement du président parti Talon, mais il y a plusieurs mouvements, plusieurs partis politiques qui ont marché, qui ont fait des déclarations tonitruantes pour soutenir donc la candidature, pas la candidature, pour soutenir les actions du président parti Talon, et surtout le PAG. Et finalement, ils sont dans le décor. Oui, c'est ça, comprendre que les temps ont changé. C'est le modèle Yaïboni, ça. C'est le modèle Yaïboni où, à l'approche du remaniement ministériel, il suffit d'aller organiser les messes, d'aller marcher, de crier, et la probabilité soit forte que vous vous retrouvez dans son gouvernement. Le président Talon ne veut pas fonctionner comme ça. Vous pouvez, c'est pas parce que vous criez pour le PAG que ça suffit pour que vous puissiez vous retrouver au gouvernement. Ah oui. C'est ce que je vois. Si vous avez vu tous ceux qui ont crié de gauche à droite là, vous les avez vus dans le gouvernement. C'est ça. Et ça va jouer sur le président Talon au niveau de l'Assemblée nationale, le bloc de la majorité parlementaire, ceux qui s'attendaient peut-être à se retrouver au sein. Moi, j'ai déjà commencé par voir un signe depuis hier. Ah bon. À travers une question orale adressée au gouvernement où je vois le nom de Balamassi, le porte-parole de la RB, El Sisiroko. J'ai vu des noms, je me suis dit, est-ce que déjà, parce que le gouvernement a été formé de cette manière-là, les gens ont commencé déjà pas à se repositionner. Attendez de voir. Mais je suis en train de voir quelques signes déjà. Le fait qu'ils n'ont pas été pris en compte là, c'est sûr qu'ils vont réagir. Ils vont réagir. Alors maintenant, quels sont les défis qui attendent justement le nouveau gouvernement du président Talon? Sur le plan social surtout? Et sur le plan économique? Non, vous savez, quand vous dites sur le plan social, des fois, moi, d'abord je dois dire que un ministère est maintenant dédié aux affaires sociales et à la microfinance. Oui. C'est déjà un grand pas. Madame Bintou, d'accord. C'est déjà un signe que le chef de l'État est à l'écoute de son peuple, qui parle de social partout là. Oui. C'est ça qui prouve que le président Talon est à l'écoute de son peuple. Mais je dois vous dire aussi que le problème social, c'est un problème transversal. Parce que toutes les politiques publiques ne visent que le social. Lorsqu'on on trace des voies, bon, d'aucuns diraient que ce n'est pas le social. Mais c'est toujours le social. Toutes les politiques publiques visent l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, le problème social est un problème transversal. On ne peut pas dire il n'y a pas de social, mais le social en termes d'actes concrets, c'est ça peut-être, c'est de ça que les gens parlent. Et je pense qu'avec le nouveau ministère chargé des affaires sociales,
les choses vont quand même décoller. Il y a également le ministre Omeki qui occupe désormais bien sûr, le poste du ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop pour lui? Parce qu'on n'a pas encore fini de régler la question du sport. Bon, en fait, un ministre est un manager. Hein. C'est pas le ministre qui fait le travail technique. Il y a ses collaborateurs qui sont des cadres techniques et en fait c'est eux qui font la plus grande partie du travail. Donc moi je dis, s'il sait s'organiser, il va réussir sa mission. C'est un gouvernement pratiquement de la jeunesse parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui sont entrés dans le gouvernement. C'était notre souhait et normalement la jeunesse doit pouvoir accompagner. Parce que nous les jeunes, on crie, on ne nous donne rien, on place des jeunes, nous sommes les premiers à aller sur les réseaux sociaux pour déverser tout ce que nous voulons encore sur des jeunes comme nous. Oui. Voilà. Donc, en principe, c'est une chance pour nous. Nous devons encourager le président Talon dans ce sens et estimer que peut-être que prochainement, il double la donne. La plus jeune, bien sûr, des ministres, bien sûr, Madame Zoumarou, qui est au niveau de la culture, pas au niveau de la culture, au niveau de la communication. Est-ce qu'elle est bien assise pour relever les défis de la communication? Moi, je ne la connais pas personnellement. Mais avec les affaires donc de GSM et autres là qui je ne la connais pas personnellement, mais je présume que le président Talon ne peut pas mettre n'importe qui à ce portefeuille là, et j'ai lu un peu son profil hein, et je crois que avec son expérience elle peut faire le job. Elle peut faire le job avec les opérateurs GSM bon, si elle met de la rigueur, oui. Elle va avancer. Oui. Elle va avancer, c'est notre souhait, le souhait bien sûr de tous les Béninois. Nous allons maintenant parler bien sûr donc, du gouvernement et des syndicats du secteur donc, de la santé. Vous savez, ils ont finalement trouvé un terrain d'entente, près de 2,5 milliards seront donc immédiatement décaissés par le gouvernement afin donc de rembourser le tiers du cumul des primes de risque et de motivation dues au personnel donc, de santé. C'est une offre de soulagement pour les malades, M. Rukono. Un offre de soulagement pour les malades. Et surtout que nous attendons que le syndicat puisse déjà écouter le gouvernement qui, dans sa conférence de presse, a énuméré tout ce dont vous parlez là. Mais pour le moment, on n'a pas encore eu le son de cloche des syndicats du secteur de la santé. Je souhaite vivement que nous allons tout au moins vers une suspension de la grève pour que les malades soient soulagés. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de débloquer les sous au niveau du gouvernement? Bon, au fait, moi je dis, on peut mal conduire les dialogues. Et ce sur quoi on peut se comprendre aujourd'hui, on peut être en train de tirer sur de l'inutile pendant des mois et finalement, on arrive quand même à accorder les violons. Et donc, à partir de ce moment, moi je crois que la responsabilité est partagée. Peut-être que le gouvernement n'a pas compris vite les agents du secteur de la santé, ou bien les agents du secteur de la santé aussi n'ont pas collaboré. Ils sont restés peut-être à une position rigide, mais peut-être que vous avez appris aussi qu'il y a une tentative de leur retirer le droit de grève. Justement, est-ce que vous êtes pour ça? Vous êtes pour la suppression? Cette question-là, moi je vais vous dire toute la vérité, ce que moi je pense, et qui est vrai, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas comprendre. L'article 31 de la Constitution, qui parle du droit de grève, ne fait pas de ce droit un droit absolu. Par loi absolue, nous entendons un droit qu'on ne peut pas restreindre. Mais lorsque vous lisez l'article 31 de la Constitution, c'est un droit qui est exercé dans les conditions fixées par la loi. Ça veut dire que le constituant béninois, en donnant son droit, a mesuré la portée de ce droit et a précisé que non, c'est un droit, mais qui sera exercé sous l'encadrement de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale, il existe actuellement une loi qui organise les grèves. Cette loi peut être abrogée, modifiée, complétée. Donc, tous les jours que Dieu fait, les députés sont en mesure d'organiser ce droit.
voire la supprimer dans certaines conditions. Ça c'est le droit constitutionnel même là. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais supprimer une grève au niveau de la santé, Non, je vous ai présenté d'abord le cadre général de l'article. Pourquoi j'ai fait cela? Il faut que ceux qui exercent ce droit comprennent aussi que ce droit est un droit limité. Respecter le serment d'Hippocrate aussi, c'est vrai que c'est que quand même. Oui. En exerçant ce droit de façon fantaisiste, on peut attirer l'attention du législateur qui peut venir freiner ce droit, voire le supprimer. Ça, il faut que ça soit compris de tout le monde. Ça, c'est le test lui-même ça. Maintenant, est-ce qu'il faut supprimer le droit de grève au niveau du secteur de la santé? Je dois vous dire que en tant qu'homme politique, les droits qui sont consacrés dans la Constitution, je souhaiterais qu'aucun de ces droits ne soit supprimé. C'est mon souhait. Parce que on a donné les droits pour éviter la confiscation du pouvoir dans les mains d'une seule personne. Et donc, en supprimant les droits, c'est qu'on finira peut-être par concentrer les pouvoirs dans la main d'une seule personne. Toutefois, lorsque le droit n'est pas un droit absolu, ceux qui l'exercent doivent prendre conscience et l'exercer de façon efficace. Il ne faut pas que, si les gens de la santé, nous savons que c'est un secteur très vital, mais si nous constatons que dans la santé, on va lancer les grèves, tous azimuts, et peut-être les politiques sont en bas, et on mélange tout, si c'est ça, le législateur peut arriver à le supprimer le droit de grève, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un secteur aussi vital que la santé fasse de ce droit un droit fantaisiste. Mais éviter le gouvernement aussi à respecter aussi les... Je vous ai dit que je ne souhaiterais qu'aucun droit de la Constitution soit supprimé. Ça sous-entend le fait que je suis en train de dire que le gouvernement doit travailler pour que ces droits soient préservés. Si ces droits doivent être préservés, c'est sûr que le gouvernement doit écouter les travailleurs. Doit écouter les travailleurs parce que le gouvernement sait que ce droit est là et le menace. Il doit écouter les travailleurs. Mais au même moment, vous savez, le syndicat est une structure politique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le syndicat est une structure politique. Dans les documents de sociologie politique, les syndicats sont placés parmi les groupes de pression sociale. Et donc, lorsque il y a des mouvements de grève dans un pays, c'est que le pouvoir d'Andine, c'est-à-dire le pouvoir n'est pas à l'aise. Et donc, les politiques, à des moments donnés, peuvent usurper de ce droit en allant financer de façon sournoise les syndicats pour les soulever contre un gouvernement, pour que le gouvernement soit impopulaire, au fin qu'il rentabilise les votes aux élections successives. Les politiques peuvent le faire. Justement. Et que pensez-vous bien sûr donc des forces du sursaut patriotique par exemple? Voilà. Ce que je dis là, l'exemple là, peut se retrouver au niveau des forces des FSP. Hier, les gens du PCB ont exigé les assises nationales sous Yahi Boni. Le coordonnateur des FCB à Satasoué Consort, on dit que ces gens sont antidémocratiques. Aujourd'hui, à Satasoué Consort se regroupe encore avec ces gens de PCB pour exiger les assises nationales. Quand vous-même vous voyez ça là, quelle est la cohérence que vous voyez dans ces comportements-là? Et donc, ce que je dis, c'est que il peut arriver que l'opposition, puisque nous avons un système partisan très fragile, on n'a pas de parti politique qui peut jouer véritablement le rôle de l'opposition, les syndicats se substituent à l'opposition et les hommes politiques en dessous peuvent mettre de l'argent pour dire aux syndicats, allez dans la rue pour que le gouvernement soit impopulaire. C'est possible. Je ne dis pas que nécessairement c'est ça, mais je vous ai dit que c'est possible. Le lien qu'il peut y avoir entre le syndicat et les partis politiques et les hommes politiques, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et donc, le peuple doit être vigilant.
Oui. Parce que les marches de façon répétée, intempestive, là, et qu'est-ce qu'on dit dans les marches? Les libertés. Donnez-moi un exemple de liberté consacrée par la Constitution qui n'est pas respectée. Les gens s'associent facilement, ils marchent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent. Quel est ce droit-là qui n'est pas respecté? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan est obligatoire. Le président Adrien Béji l'a évoqué la semaine dernière. Et apparemment, pratiquement tous les jours que Dieu fait, on parle bien sûr donc de la réforme du système partisan, mais c'est toujours le statu quo. C'est ça qui est bizarre. Mais je crois que, monsieur Hospice, oui. Je dis que vous êtes un très bon journaliste. Parce que vous observez effectivement les choses. Et moi, je dis que j'ai peur que ça ne devienne un serpent de mer. C'est ça. Parce que tout le monde parle de ce mal-là. Mais personne n'est prêt, à part le président Patrice Talon et son gouvernement, qui ont inscrit dans le projet de révision de loi constitutionnelle cette réforme. Mais les autres... Les députés attendent quoi, justement pour Voilà. Le PRD a 10 députés à l'Assemblée nationale. Le PRD peut initier une proposition de loi pour modifier la loi qui est là. C'est vrai, parce que c'est des discours crus. Tout le monde parle, mais c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Et vous savez pourquoi? Oui, voilà, allez-y. Voilà. Et c'est ça aussi que Talon n'a pas compris très tôt. Qu'il vous souvienne que 3 ou 4 mois après l'élection du chef de l'État, j'ai dit sur ce plateau que le président Talon doit faire 10 ans. J'ai dit aussi qu'on ne peut pas réviser la Constitution avant 2019. Ça, je l'ai dit très tôt. Oui, si, vous vous rappelez bien. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Ce n'est pas que je suis un prophète. De faire de la pratique politique que j'ai connue, j'ai déjà anticipé le comportement des uns et des autres. Lorsque vous dites que vous allez faire une réforme, vous devez vous dire immédiatement que vous avez créé 2 camps. Vous avez le camp des réformateurs et le camp des réformés. Les réformés, vous pensez qu'ils vont croiser les bras pour dire venez me réformer? Non. Le système partisan actuel, aussi mauvais soit-il, est entretenu par des gens. C'est ça. Le PRD, la RB, le MADEP, qui ont installé des partis politiques régionaux, ethniques, eux autres, ça les profite. Et pourquoi le président Adrien Béji chaque fois évoque ce sujet-là? C'est juste. C'est ça, je vous explique que une chose est d'évoquer, mais une chose est d'aller à l'acte. Vous ne pouvez pas, quand on faisait les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de révision de la Constitution, j'ai écouté un député, dont je tais le nom, qui a dit je vais voter pour la prise en compte. Mais pendant le vote, je risque de voter contre parce que moi-même je ne veux pas prendre la corde qui va me tuer, l'attacher au cou. Parce que le mode de scrutin qui a été proposé, ce n'est plus que vous soyez élu seulement dans votre circonscription électorale. En dehors des suffrages exprimés que vous avez eu dans votre circonscription électorale, on vous impose au plan national un pourcentage de suffrages à avoir. Alors ça devient difficile. Il ne suffit plus d'aller à Parakou pour distribuer des casseroles aux femmes et se faire élire député. Vous avez beau distribuer des casseroles à Parakou, mais il faut qu'à Debo, à Ketou, à Abomey, à Boycon, les gens votent pour vous. Quand la circonscription électorale sera nationale, le comportement sera différent. Vous êtes un élu du peuple, donc c'est pas seulement... Voilà, donc c'est ça. La Constitution a prévu que, en fait, le député, l'article 80 de la Constitution a prévu que le député est l'élu de la nation tout entière. D'accord? Et que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que, en termes de droit constitutionnel, le député n'est pas élu par sa circonscription électorale. Il est élu dans une circonscription électorale. Le fait de diviser le territoire en 24 n'est qu'un aspect technique pour faire représenter toutes les régions. Il ne s'agit pas d'une division de la souveraineté. La souveraineté est indivisible. C'est une mise en scène que les députés font actuellement en parlant du système partisan, c'est ça? Oui, bah, moi je crois que... Non, en fait, ce n'est pas une mise en scène. Mais bon, les ténors qui vont souffrir de la réforme, là, ils ne veulent pas de la réforme. Hein. Je suis sûr. Ils parlent de la réforme, mais quand ils vont se réunir, ils vont dire, voilà comment nous faisons pour jouer le peuple. Si on fait cette réforme-là, nous allons devenir quoi? Ils se posent cette question-là. Et c'est eux qui créent
les vraies difficultés au président Talon, dans l'ombre. Mais lorsqu'on vient sur les télévisions et autres là, tout le monde dit réforme succès partisan. Vous avez vu l'UDBN de Claudine Pudensio en parle. Tout le monde en parle. Mais personne n'est prêt, à part le président Patrice Talon, puisqu'il a donné la preuve dans le projet qu'il a envoyé à l'Assemblée. C'est pourquoi je l'exclus. À part le président Talon et son gouvernement, tous les autres qui parlent là, qui sont à l'Assemblée là, qu'ils prennent une proposition de loi allant dans ce sens. Voilà qui est bien dit. Je crois qu'ils sont à l'écoute, ils vous écoutent. Dans le même temps, on apprend également que les 6 syndicats du secteur de la justice ont décidé d'accorder un moratoire de 2 mois au gouvernement. C'est également une bonne chose pour une très bonne chose. Et c'est ça que je disais. En utilisant le droit de grève, faisons en sorte que les gens comprennent qu'effectivement, c'est parce qu'il y a un problème. Lorsque vous donnez un moratoire, le peuple va se dire, ces gens-là, ils sont sérieux. Ils ont encore donné un moratoire au gouvernement. Et là, le gouvernement doit saisir la balle au bon pour rapidement raccorder les choses pour que cela ne se reprenne pas. Mais lorsqu'on se met dans les schémas de FSP, de ceci, cela, et on marche sans arrêt là, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a également l'utilisation des sachets plastiques en plastique non biodégradable qui a été interdite bien sûr au Bénin. Vous savez, la loi portant interdiction a été adoptée vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Alors le béninois et le sachet en plastique, c'est un peu comme l'arbre et son écorce. Pensez-vous que c'est facile pour les béninois donc, de laisser les sachets en plastique? C'est pas facile, mais on peut y arriver. On peut y arriver parce que nous sommes dans un état de droit. Lorsqu'on nous voit voter à l'Assemblée nationale, aucun citoyen ne peut se dire « je ne suis pas en mesure de respecter cette loi-là ». C'est ça. On ne peut pas le dire. Moi, j'ai lu en filigrane la loi. Oui. Et ce que je veux recommander aux députés, au gouvernement, c'est de vulgariser la loi. Parce que il est dit même dans la loi, lorsque vous êtes dans une voiture par exemple, et vous lancez un sachet plastique, vous êtes astreint à des amendes allant de 5 000 jusqu'à 100 000, je ne crois pas. Si un Béninois n'est pas informé et qu'il lance un sachet plastique et qu'on dit tu es tombé sous le coup de la loi, tu vas payer 5 000, les mêmes députés qui ont voté la loi là, iront dans leur circonscription de la dire, vous avez vu Talon, non? Talon dont vous parlez là. Vous l'avez vu, non? Même quand on voit sachet plastique maintenant dans votre main là, c'est fini pour vous. C'est ceux qui ont voté la loi, c'est les mêmes qui iront dans leur circonscription électorale pour prendre ça là, pour jouer contre le gouvernement. Et donc le gouvernement doit être habile et être le premier à renvoyer les gens dans les villages et autres pour expliquer la loi. Sinon, c'est ce qui va se passer ça. Les mêmes députés qui ont voté la loi là, c'est eux qui iront dans leur circonscription électorale pour dire vous avez vu non, talon là. Même sachet simple là, on voit dans votre maintenant là, vous allez en prison. Mais les amendes c'est de 10 000 à 2 millions de francs CFA. Voilà. Dans les villages on peut payer. Voilà, et c'est ça. Et il faut aller vers une vulgarisation. C'est ça. Il faut donner un moratoire. En principe, j'allais souhaiter que dans la loi, on donne un délai. Ils ont donné un délai de 6 mois quand même. Ils ont donné un délai de 6 mois. Oui. Là, c'est bon. Si on a donné un délai de 6 mois, c'est déjà bon. Que les 6 mois là, le gouvernement prenne ça pour vulgariser la loi. Sinon, les députés vont prendre cette loi-là pour faire du mal au gouvernement. C'est ça. Le 16 décembre prochain, le piège aura 1 an. Le lancement, vous le savez mieux que moi. Alors, dites-nous sur le terrain, est-ce que vous avez constaté effectivement qu'il y a le piège est en marche, comme non. le dirait l'autre? Vous avez posé exprès la question. Vous êtes dans le pays, le piège est en marche. Le piège est en marche. Même si, vous savez, c'est Dieu seul qui ne fait pas d'erreur. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que tout le pays est en chantier. Moi, j'étais allé faire près d'1 mois à Parakou et demander à ceux qui sont là-bas. Vous ne pouvez même plus trouver de passage. Ah bon? Non. Moi, j'ai fait 1 à 2 mois à Parakou. Tout Parakou est en chantier. Personne ne peut vous dire le contraire. La route des pêches
c'est devenu chose effective. Beaucoup de voies annoncées par-ci, par-là sont en chantier. Le financement aussi, ça suit, c'est ça? Ah, le financement suit. Le financement suit. Donc, vous ne pouvez pas me dire que aujourd'hui, les concours frauduleux, là, on n'en parle plus. Hein. C'est un acquis pour la jeunesse. Où aujourd'hui, tu sais que si je suis l'enfant du dernier pauvre du Bénin et que je vais au Congo, je travaille, je vais réussir. Mais c'est pas ce qui se passe au niveau de la CNSS. Hein? Non, le cas de la CNSS, c'est un cas isolé. À part la CNSS, là, donne-moi encore des exemples. Puis chaque fois on parle là, les gens donnent l'exemple de la CNSS. Et les concours étaient annulés. Les concours étaient annulés. C'est vrai que ça c'est venu entacher un peu les choses, mais le cas de la CNSS, bon, vous avez vu que la CNSS, là, c'est un cas particulier. Non? Vous avez vu encore ce qu'on a dit là maintenant. Donc le problème de la CNSS, là, nous ne pouvons pas prendre ça là comme référence. Donc, à part la CNSS, là, est-ce que vous avez vu encore? Donc vous ne pouvez pas me dire que le PAG est bel et bien en marche. Vous êtes sûr que nous allons atteindre les 100% en 2021? Non, tout programme, tout projet, tout budget est un état prévisionnel. On peut, le souhait c'est qu'on aille vers 100%, mais il peut arriver que des écarts transparaissent, c'est pas un péché. Le budget général de l'État exercice 2018, c'est dans l'ordre bien sûr de 1800 milliards de francs CFA contre 2010 milliards il y a de cela un an. Vous avez compris un peu pourquoi ça a régressé? Non, c'est ça il disait. Quand c'était à 2000 et quelques, les gens criaient. Moi, je riais seulement. Peut-être que les gens n'ont pas compris ce que c'est qu'un budget. C'est ça. Un budget, c'est une prévision des recettes et des dépenses de l'État en une année. Quand nous disons prévision, ça veut dire que nous avons prévu faire quelque chose. Des situations imprévues peuvent arriver, on peut ne pas le réaliser. Et la loi organique portant loi des finances a prévu l'existence des collectifs budgétaires. C'est-à-dire que la loi même reconnaît que on peut prévoir et ne pas faire. Et donc, le problème ne se pose pas. C'est pas parce qu'il n'est jamais dit que le budget doit aller de façon croissante. Aucune loi ne le dit. Pour dire que si le budget est 1000 francs cette année, l'année qui suit, il faut que ça soit supérieur à 1000 francs. Aucun budget, aucune loi ne le dit. Donc, le gouvernement, compte tenu de ses prévisions l'année passée, a estimé qu'il peut aller à 2000 milliards. Évidemment, il y a eu un collectif budgétaire qui a déjà réduit les recettes. D'accord? Donc, tenant compte peut-être de ce collectif budgétaire aujourd'hui, le gouvernement se retrouve dans un intervalle appréciable. C'est ça. 1800 milliards, je crois que... Moi, c'est un état prévisionnel. Je ne m'intéresse pas trop à ça. C'est ça. Eh bien, avant d'ouvrir l'antenne, puisqu'il est déjà plus de 10 heures dans mon studio ici à Cotonou, vous suivez donc au CNFM, mesdames et messieurs, également Urban FM de Paracourt, également vous nous regardez sur la télévision Océan, télévision web. Eh bien, la dernière question, c'est bien sûr l'éducation des filles, justement, qui pose problème aujourd'hui dans nos établissements scolaires. Vous êtes enseignants, c'est pour ça que je pose la question. Alors, aujourd'hui, on a compté plus de 3000 filles qui sont tombées enceintes l'année dernière dans nos... Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que les enseignants aussi sont coupables dans tout ce qui se passe? Non, je crois que les responsabilités sont partagées. Lorsqu'on parle du système éducatif, malheureusement, les gens voient seulement les enseignants. Non? Le système éducatif... La pression des enseignants sur les élèves? Non, moi je parle du système. Le système, oui, allez-y. Quand on parle du système éducatif, c'est les parents, c'est l'enseignant, c'est l'État, c'est l'administration, c'est beaucoup de choses. Et chacun à son niveau devait jouer son rôle. Vous avez dit 3000, et pourquoi les autres filles ne sont pas tombées enceintes? Les autres là ne sont pas des filles. Peut-être qu'elles ne sont pas trop belles aux yeux des enseignants. Non, quand même, vous pas dit ça. C'est-à-dire que il faut, je ne suis pas en train de dédouaner les enseignants. Voilà. Parmi nous, parce que quand on fait le bilan, c'est les enseignants qui sont les plus... parmi nous, oui. Il existe des cas, mais des cas rares, isolés. Mais si vous constatez, vous regardez bien, les élèves filles qui tombent dans ce piège ont déjà des virus
depuis la maison. Ce n'est pas à l'école qu'on leur transmet le virus. Mais c'est à l'école qu'on voit tout. Non. Ils passent comme des dans les... Ils ont fait un test au CEV de corps, ils ont trouvé plus d'une vingtaine à trentaine de filles vierges qui sont en terminale, première. Ils ont fait un test. C'est ça. J'étais à la remise des prix, effectivement. Voilà. Donc, dans le même établissement où on trouve des filles qui tombent enceintes pour des enseignants et autres, on trouve encore des gens qui sont en terminale, qui sont vieilles. C'est pourquoi je vous ai dit que le virus, là, ce n'est pas dans l'établlement. C'est depuis la maison. Donc, les parents aussi doivent jouer leur partition. C'est vrai que 30 filles vierges sur 5000 élèves, c'est vrai que c'est peu. Bon, mais il faut les encourager quand même, ça, il ne faut pas se les cacher, les filles vierges qui sont en terminale, qui sont encore vierges. Mais le problème est là, il faut quand même continuer la sensibilisation, surtout. Oui, le travail est aussi important qu'à les surveillants généraux. Les directeurs, les directrices, les censeurs, dans les établissements. Si vous voulez être témoin de ça, vous allez comprendre que vraiment, c'est parce qu'il y a un virus depuis la maison. Le virus, il faut finalement trouver un remède à ce virus-là, monsieur le colon. On le souhaite vivement. Voilà, nous allons ouvrir donc l'antenne aux auditeurs. Il y a Paul Chodaton, Sébastien Nyokroso, il y a Léandre Moussou, il y a votre homo Antoine de Palako et puis Balambi Agripon. Voilà, qui ont appelé. Nous allons commencer par Paul Chodaton. Vous avez noté comme moi. Oui, j'ai noté, mais... Voilà. Allez-y, marche des gens qui sont payés. Bon, au fait, au niveau de la marche, oui. Certainement qu'il ne m'a pas bien suivi. J'ai établi un principe qui peut exister entre le syndicat et les politiques. Parce que les syndicats influencent le pouvoir lorsqu'ils sont en train de marcher, lorsqu'ils sont dans les grèves intempestives. Et j'ai dit, il existe une possibilité que l'opposition, qui n'est pas une opposition formelle, peut utiliser ce pouvoir des syndicats pour pouvoir influencer le pouvoir au fait de se donner des suffrages exprimés. C'est ça. Que ce cas-là est possible. Mais je ne dis pas que tous les cas de marche là, c'est ça. Mais cela est possible. Vous avez marché vous une fois? Non, moi jamais. Moi je n'ai jamais marché. Moi je ne marche même pas. Depuis Yaïbo jusqu'à aujourd'hui, là, je ne marche pas. Je n'ai jamais marché. Mais c'est pas si Talon vous demandait de marcher aujourd'hui. Non, Talon ne peut même pas demander de marcher. Talon, contre ces choses-là, il ne peut même pas demander de marcher. La preuve, les gens ont voulu marcher, vous êtes bien informés. Et les gens qui veulent faire l'exercice de la folie royale, et ils veulent marcher, les Talons refusés. Donc, c'est ça. Donc, je ne dis pas que la marche de Chodaton, là, Chodaton a pris de l'argent. Non. Il y a des gens qui marchent parce qu'ils sont convaincus. Mais il y a d'autres, 2000, 3000, et ça, là, je vous parle en tant que politicien. Ne me dites ça, là, c'est sur preuve que je vous parle. Vous avez marché une fois. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est dans sa maison, une bonne dame, qui connaît dans la marche. Oui. Si je n'ai pas quelqu'un qui vient lui dire, oui, viens marcher pour prendre 2000 francs, qu'est-ce qu'il viendra faire sous le soleil? Donc, les marches sont organisées à coût de millions, pour ne pas dire le milliard. C'est ça. Et qui est-ce qui paye la facture? C'est Dieu seul qui sait. Alors, conseil sur les salaires, les ministres qui gagnent, voilà, 8 millions, 16 millions, et par contre, le SMIC est toujours à 40 000 francs CFA. C'est un problème aussi. Et avec le temps, actuellement, les gens travaillent pour harmoniser les primes au niveau des ministères, etc. Vous savez, un ministre, il est entre le marteau et l'enclume. Quelqu'un qui veut gérer un budget de 70 milliards, et que lui-même est à 500 000 francs le mois, oui, la tentation, elle est forte. Oui. Et donc, on essaye quand même de chercher le juste milieu pour qu'il se suffise au moins. Pour qu'il se suffise au moins pour réduire le risque auquel il est exposé. C'est ça qui explique les salaires mirobolants des politiques. Mais il faut éduquer aussi le peuple. Lorsqu'un député descend dans son village,
et que les gens s'alignent déjà en bande pour dire mon enfant est malade, mon père est décédé, ma femme est ceci, cela, là. Le député va trouver l'argent où? Donc, tout ça là que le peuple même fait là, peut contribuer fortement à pousser les gens, soit à demander qu'on leur augmente les salaires, ou bien à étaler le lien à la corruption. Puisqu'il va trouver l'argent pour satisfaire tous ces besoins-là. Donc, c'est une question à revoir. Il y a plusieurs auditeurs qui sont revenus sur le RAVIP, par exemple dans le 2e arrondissement de Cotonou et même dans le 5e arrondissement de Cotonou. Voilà, les choses traînent, paraît-il. Et il y a également dans des témoignages, tout est permis quand on demande à quelqu'un de venir témoigner. Donc il y a Sébastien Nyorossou et puis Barnabé Abépon qui ont soulevé ce problème-là. Voilà, d'abord je dois dire que la communication n'a pas passé. Quand on dit on va déployer les kills sur toute l'étendue du territoire national, ce n'est pas à partir du 1er novembre. Ce qui est fait à partir du 1er novembre, c'est un travail pilote. On a choisi des centres de collecte d'informations pour voir les difficultés auxquelles les populations seront confrontées et les corriger si possible avant que le processus ne soit réellement lancé. La deuxième chose, c'est un peu comme la LEPI. L'opération veut se faire géographique par géographique. Ce n'est pas que c'est... Non, on peut rentrer dans un arrondissement. Par exemple, à Godomé, chez moi, on est en train de recenser les gens dans un certain nombre de quartiers. Godomé compte 49 quartiers. On n'est pas en train d'enrouler les gens dans les 49 quartiers. Il y a certains quartiers qui sont concernés pour une première phase qui va durer jusqu'à, je sais pas, un certain nombre de mois. Il y a une deuxième phase qui va prendre en compte d'autres quartiers. Et il y a une troisième phase qui va prendre en compte d'autres quartiers. Donc, il faut que vraiment le coordonnateur du RAVIP, là, qui aille vraiment expliquer les choses. Ça. Surtout en langue nationale, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Donc, c'est ça qui fait qu'on peut observer et se rater là. Ça. Celui qui parle de témoignage, je dois lui dire que la banque n'est pas plus forte que l'État. Si l'État certifie un document, la banque se soumet. La LEPI, on a dit ça va être cas d'identité. Celui qui a dit ça là, est-ce qu'il a pris une loi pour le consacrer? Ah non. Tant que ce n'est pas une loi, ou bien quelque chose là, la banque ne peut pas accepter. C'est ça. Il y a M. Léandre Amosso qui demande à Candidat Zané de quitter la politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, non, c'est ce qu'il disait. C'est celui qui dit que Candidat n'a qu'à quitter la politique là. Oui, c'est parce que des fois, on est exacerbé. On est exacerbé. Parce que pour mener quelqu'un au pouvoir, on développe tous les arguments possibles pour montrer les capacités managériales de la personne, son engagement. Et quelques mois après, on tourne dos à la personne. Ça donne l'impression que, en fait, c'est soi-même, en fait, qui cherche quelque chose. Et lorsqu'on ne le trouve pas là, rapidement, on sort du jeu. Qu'on ne pense pas réellement au peuple. Regardez comment on a exclu le député Nobimé du Restaurer l'Espoir. Mais bon, moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Parce que le député m'a dit, pour que Azané démissionne, il n'a pas pris l'avis de son bureau politique. Est-ce que celui qui se comporte comme ça, là, qu'est-ce qu'il veut? Quel changement il veut? C'est ça. Pas parce que on a voulu que le député prenne une position donnée à l'Assemblée nationale, et quand il ne le fait pas, à cause de ça, on le sort de son parti politique. Il nous reste 5 minutes pour finir cette émission, monsieur Antoine Ardoukonou. Rapidement, une dernière question. Voilà, je crois que c'est toujours monsieur Léandre Amosso qui est premier ministre du PCB pour les assises nationales. Pourquoi, voilà, je crois que la question c'est pourquoi ils demandent aujourd'hui les assises nationales alors qu'il y a de cela quelques années, ils ont refusé de participer donc à la conférence nationale des forces vives. En principe, c'est le PCB qui devait prendre le pouvoir après la conférence nationale. Parce que c'est eux qui se sont donnés corps et armes pour qu'on en vienne là. Mais ils étaient absents à ces assises-là.
Et aujourd'hui, c'est eux qui parlent d'assises. L'auditeur a raison. On ne sait pas, c'est comme si on veut une chose et son contraire. Ouais. Aujourd'hui, même la question d'assises là n'est pas constitutionnelle. Moi, je ne veux même pas parler de ces choses-là. Ouais. Nous avons une constitution qui définit le cadre juridique dans lequel nous devons fonctionner. Si quelqu'un veut parler là, il n'a qu'à aller dans la constitution pour dire, la constitution a dit ça là, et on n'est pas en train de faire. C'est ça. Mais dire les assises, tout ça là, non. Moi, Monsieur Aloukono, je reviens à vous tout à l'heure pour votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Très rapidement, je vais accueillir Chrisbel Mocho. Bonjour. Bonjour, Smith. Voilà, vous êtes là pour nous faire le résumé donc, de ce que M. Antoine Aloukono a dit depuis 9h10. Tout à fait. L'invité a débuté ses propos par l'affaire CNSS, un rapport de vérification de versement occulte. M. Aloukono pense que l'occasion est plutôt donnée aux présumés coupables en la personne de Laurent Mentoyon et consorts d'apporter les preuves de leur innocence. Wekonti a-t-il ajouté. Le RAVIP est entré dans sa phase active depuis le 1er novembre et à cet effet, l'économiste politologue Antoine Aloukono demande que la communication s'étende sur les différentes langues nationales en vue de permettre aux populations de comprendre le bien fondé de l'opération. Il ne s'est pas arrêté là ce matin. Il a également opiné sur la grève dans le secteur de la santé. Selon lui, la responsabilité est partagée et la suppression du droit de grève est bien possible car la Constitution béninoise, en son article 31, n'en fait pas un droit absolu. C'est une loi qui peut être abrogée, modifiée et complétée. On parle toujours de la réforme du système partisan, mais personne n'est prêt, hormis le président et son gouvernement, à faire une proposition de loi allant dans ce sens, affirme-t-il. Et pour finir, il nous a confié avoir fait un tour dans le septentrion, précisément à Parakou. Tout le pays est en chantier et il encourage de par ce canal le programme d'action du gouvernement. Merci Chrisbel Moncho et puis à dimanche prochain. Oui. Voilà, monsieur Aloukono, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, d'abord, je dois remercier tous ces auditeurs-là qui, quand même, m'ont décerné un feu vert par rapport à l'émission. Je dois vous remercier également pour m'avoir fait une énième occasion sur ce plateau pour échanger sur les questions brûlantes de l'actualité sociopolitique. Je souhaite longue vie à OCFM et bonne santé à tous les travailleurs de cette radio qui a été une radio de combat, qui a beaucoup joué dans l'avènement de la rupture, et je souhaiterais que vous ne soyez pas à l'école de Azanaï pour quitter la barque au bon milieu. Je vous remercie. Voilà qui fait sourire M. Chrisbel Mocho et puis mon technicien également, et pourquoi pas aussi la caméraman ici en studio. Merci. Table, mesdames et messieurs, stop et fin. M. Antoine Aloukono, enseignant, économiste, acteur politique, était donc l'invité de ce dimanche 5 novembre de l'année 2017 et de votre émission sociopolitique, le 43e numéro de l'année en cours. M. Aloukono, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Voilà. Merci également à tous les techniciens de IBNFM de Parakou, à la caméraman de Océan Télévision, Semia Tigui-Souvo, Chrisbel Mocho pour la synthèse, bien sûr, de cette émission. La mise en onde était assurée par Roch Botoun Credo. Sachez que la confiance est la loyauté du cœur et l'intégrité de la conscience. Je suis confiant puisque je sais que vous serez encore avec nous dimanche prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien, au revoir.